bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Le développement urbain chez les Sumériens est particulièrement remarquable. Ils ont fondé des cités-États indépendantes telles que Uruk, Ur et Lagash. Ces villes étaient dotées de structures administratives sophistiquées, de temples dédiés à diverses divinités et d'une organisation sociale hiérarchisée. La religion jouait un rôle central dans la vie quotidienne, rythmant le calendrier et influençant les décisions politiques. Chaque cité-État avait son propre dieu protecteur, ce qui contribuait tant à l'identité locale qu'aux relations parfois conflictuelles entre ces entités voisines. L'agriculture intensive était le fondement économique de ces sociétés. Grâce aux travaux d'irrigation mis en place le long des rivières, les Sumériens pouvaient cultiver des céréales, des légumes et élever du bétail de manière stable. Cette sécurité alimentaire a favorisé une croissance démographique qui a alimenté l'expansion urbaine et la diversification des métiers. Des artisans spécialisés sont apparus, fabriquant des outils, des objets en métal et des produits artisanaux destinés à l'échange et au commerce. Parallèlement, le commerce s'est étendu au-delà des frontières locales, permettant aux Sumériens d'échanger leurs produits contre des ressources rares. Parmi les innovations majeures, la codification des lois mérite une attention particulière. Les Sumériens ont établi des codes réglementant les droits, les devoirs et les sanctions, base des systèmes juridiques futurs. Cette mise en ordre du droit a contribué à stabiliser la société et à formaliser les relations entre les individus, facilitant la résolution des conflits internes. L'état de droit, même embryonnaire, a ainsi renforcé l'autorité politique des chefs et la cohésion sociale nécessaire au développement des cités. L'organisation politique sumérienne, bien que variée d'une cité à l'autre, repose souvent sur la figure du Ensi ou du Lugal, chef religieux et militaire. Ces dirigeants incarnaient une double fonction, à la fois temporelle et spirituelle, consolidant leur pouvoir par l'appui des prêtres et des guerriers. La complexité de cette structure démontre une société avancée où le pouvoir ne se limite pas à l'exercice de la force, mais s'enracine dans des valeurs collectives partagées. Cette dynamique a modelé les bases de gouvernance qui perdureront dans la région pendant plusieurs millénaires. Les progrès artistiques et culturels des Sumériens sont également attestés par des découvertes archéologiques riches en témoignages. Ils ont laissé des reliefs sculptés, des tablettes d'argile gravées, des statues et des objets décoratifs reflétant leurs croyances et leur vision du monde. L'art sumérien, fonctionnel et symbolique, exprime une esthétique codifiée qui influence encore aujourd'hui la compréhension de cette civilisation ancienne. Par ailleurs, la mythologie sumérienne, avec ses récits sur la création, les dieux et les héros, constitue un patrimoine intellectuel précieux, fournissant des clés pour déchiffrer l'imaginaire collectivement partagé. L'importance des Sumériens réside aussi dans leur transmission du savoir aux civilisations suivantes, telles que les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens. Ces peuples, en s'installant dans la même région, ont adopté et adapté l'héritage sumérien. Cette continuité souligne une dynamique culturelle unique où l'ancien et le nouveau cohabitent et s'enrichissent mutuellement. Les échanges et les conquêtes ont ainsi forgé une mosaïque historique qui persiste à travers les âges dans le Moyen-Orient. Leur contribution intellectuelle inclut des acquis en mathématiques, en astronomie et en ingénierie qui ont servi de fondement aux avancées ultérieures. Le système sexagésimal utilisé dans le calcul du temps et des angles provient directement de cette époque. Des observations célestes minutieuses ont permis d'élaborer des calendriers précis, essentiels pour les activités agricoles et religieuses. Ces savoirs pragmatiques illustrent une approche pragmatique du monde, mêlant observation empirique et croyances théologiques. Pour comprendre les guerres récurrentes dans la région,
il faut considérer cette histoire de peuplement intense, de rivalité entre cités et de contrôle des ressources vitales. Le croissant fertile, riche en terres fertiles mais limité en espace, a souvent été le théâtre de conflits motivés par la quête d'influence politique et d'accès à l'eau. Ces tensions apparues dès l'Antiquité expliquent en partie la complexité géopolitique qui caractérise le Moyen-Orient. La maîtrise des territoires agricoles et des voies commerciales alimentait les ambitions des différents acteurs. La diversité ethnique et linguistique a aussi joué un rôle majeur dans les dynamiques régionales. Différents groupes, comme les Sémites, les Sumériens et plus tard les Indo-Européens, se sont succédés ou côtoyés, enrichissant la mosaïque culturelle tout en générant parfois des rivalités. Ces interactions ont façonné une identité régionale plurielle, complexe à synthétiser mais profondément enracinée dans des siècles d'histoire partagée. Le dialogue et le conflit ont été ainsi deux faces indissociables de l'évolution historique de la région. La légitimité politique et le pouvoir étaient souvent justifiés par des références religieuses, renforçant le lien entre autorité terrestre et divine. Ce modèle s'est perpétué durant des millénaires, consolidant des systèmes politiques où la religion et l'État s'entremêlaient étroitement. Cette organisation a facilité la mobilisation des populations autour de projets communs et a permis d'instaurer des normes sociales partagées. Cependant, elle a aussi contribué à des tensions lorsque des groupes défendaient des visions religieuses différentes. L'héritage sumérien demeure visible dans l'architecture, les institutions et les hiérarchies sociales des cultures qui leur ont succédé. Les innovations administratives, telles que la comptabilité et la bureaucratie, ont jeté les bases de l'État moderne. La notion de cité-État autonome a inspiré des concepts politiques ultérieurs, tout en illustrant les défis liés à la gestion du pouvoir dans des contextes multiformes. Ces réalisations témoignent de la capacité humaine à structurer des sociétés complexes malgré des conditions géographiques difficiles. Parmi les découvertes récentes, les fouilles archéologiques continuent d'apporter des éclairages nouveaux sur les pratiques quotidiennes, les croyances et les techniques constructives des Sumériens. Chaque artefact, qu'il soit une tablette d'argile ou un outil de métal, révèle un aspect de leur civilisation intégrée à un vaste réseau d'échanges et d'influences. Cette quête permanente des chercheurs enrichit notre compréhension des racines anciennes du Moyen-Orient et souligne la profondeur temporelle des enjeux contemporains. La mémoire collective des peuples du Moyen-Orient s'enracine dans ses fondations millénaires. La connaissance de cet héritage historique est essentielle pour appréhender la complexité actuelle de la région. Les conflits présents trouvent que leurs racines dans un passé où les identités, les territoires et les croyances s'entremêlaient intensément. Comprendre cette longue chaîne d'événements et d'interactions permet d'envisager des solutions plus nuancées et respectueuses des héritages multiples. La transmission orale et écrite des savoirs a permis à des générations successives de se reposer sur des acquis solides. Les Sumériens ont ouvert la voie à l'écriture qui est devenue le pilier de toute mémoire historique durable. Cette continuité culturelle révèle une dynamique de conservation et d'innovation qui caractérise les sociétés humaines depuis leur début. Le Moyen-Orient conserve ainsi un rôle essentiel dans le patrimoine mondial de l'humanité. En poursuivant cette exploration, il convient désormais de considérer l'émergence des civilisations qui ont succédé aux Sumériens, notamment les Akkadiens. Ces derniers ont étendu leur influence en unifiant plusieurs cités sous un même pouvoir centralisé, marquant une étape importante dans l'histoire politique de la région. Leurs adaptations culturelles et administratives continueront à façonner le paysage moyen-oriental pendant de nombreuses générations. Cette transition ouvre le chemin à des développements historiques qui méritent une attention approfondie. C'est à travers un regard calme et réfléchi que l'on peut mieux saisir la richesse et la complexité du Moyen-Orient ancien. Le poids de cette histoire millénaire
pèse sur le présent, mais offre aussi des pistes de compréhension et d'apaisement. En méditant sur ses origines, on rejoint une conscience plus large des racines partagées et des défis communs. L'étude minutieuse des premiers peuples mésopotamiens éclaire ainsi la continuité d'une région façonnée par l'échange, la conquête et l'adaptation. Cet aperçu des premiers habitants du croissant fertile prépare à une analyse plus détaillée des transformations politiques et culturelles qui suivront. L'histoire du Moyen-Orient s'étend bien au-delà de cette première étape, incluant de puissants empires, des innovations sociales et des phénomènes religieux majeurs. La suite de ce parcours historique permettra de comprendre comment ces héritages anciens se sont transmis et ont évolué jusqu'à nos jours, éclairant le contexte des tensions contemporaines. Ce lien indissociable entre passé et présent est central pour toute considération sérieuse de la région. Les empires akkadiens et babyloniens. La structure administrative mise en place par les Akkadiens apparaît révolutionnaire pour l'époque. Le roi n'est plus simplement un chef militaire, mais un dirigeant tout-puissant, investi d'un mandat divin. Ce changement impacte durablement les relations sociales et politiques, posant les bases d'un ordre plus hiérarchisé et centralisé. L'organisation des provinces, la nomination de gouverneurs loyaux et le développement des routes commerciales contribuent à l'intégration économique et culturelle des peuples conquis. Les textes anciens soulignent avec précision les campagnes militaires menées pour asseoir cette domination, témoignage des conflits incessants et des enjeux territoriaux majeurs. Sur le plan culturel, les Akkadiens adoptent et adaptent les acquis sumériens, notamment dans les domaines de l'écriture et des codes juridiques. Leur langue, sémitique, prend progressivement le pas sur le sumérien, transformant l'identité linguistique de la région. Les inscriptions royales, souvent gravées sur des stèles, célèbrent les exploits militaires et les projets architecturaux, offrant ainsi une source précieuse pour comprendre la vision impériale. Toutefois, cette période est aussi marquée par des défis internes, tels que les révoltes fréquentes dans les provinces éloignées ou les luttes de pouvoir au sein même de l'élite. Le déclin de l'Empire akkadien s'amorce lorsque des facteurs climatiques adverses, tels que des sécheresses prolongées, affaiblissent les fondements économiques du royaume. Les pressions externes, en particulier de la part des envahisseurs hourites et gutis, accélèrent la désintégration de la structure impériale. Cette fragmentation ouvre la voie à un rééquilibrage des forces dans la région, avec l'émergence de nouvelles entités politiques. Parmi celles-ci, l'Empire babylonien occupe une place de premier plan, consolidant définitivement la tradition impériale en Mésopotamie. Sous la dynastie amorite, Babylone devient un centre de pouvoir culturel et administratif majeur. Sa capitale s'illustre par des réalisations architecturales impressionnantes, telles que la reconstruction des murs de la ville et le développement des temples dédiés aux dieux principaux. Le roi Hammurabi, figure emblématique de cette époque, est surtout connu pour son code de loi rigoureusement compilé. Ce texte législatif, gravé sur une stèle, est l'un des plus anciens exemples de droit codifié, illustrant la volonté d'imposer une justice rationnelle et uniforme au sein de l'Empire. Les conflits internes et externes ponctuent néanmoins l'histoire babylonienne. Les querelles de succession, les oppositions entre cités voisines et les affrontements avec des puissances émergentes comme les Assyriens fragilisent fréquemment l'unité politique. La diplomatie joue un rôle essentiel dans la gestion de ces tensions. Des alliances matrimoniales, des traités et des échanges commerciaux construisent un réseau complexe de relations internationales où chaque acteur cherche à préserver ou étendre son influence. Sur le plan religieux et culturel, Babylone consolide le panthéon mésopotamien, où les dieux comme Marduk occupent une place centrale. L'intégration des traditions locales, à travers des pratiques rituelles et des festivals, souligne l'importance de la religion dans la cohésion sociale impériale. Cette dimension spirituelle nourrit également l'idée d'un pouvoir légitime, protégeant et assurant la prospérité de l'État.
Les scribes et prêtres jouent un rôle clé dans la préservation du savoir et la transmission des connaissances, ce qui contribue à l'héritage durable de cette civilisation. Les interactions entre les différents empires, notamment avec les peuples voisins, comme les Hittites et les Élamites, témoignent d'un environnement géopolitique particulièrement mouvant. La région est le théâtre d'échanges, mais aussi de confrontations pour le contrôle des routes commerciales et des ressources stratégiques. Ces rivalités ne cessent de fragiliser les structures politiques tout en stimulant le développement de nouvelles tactiques militaires et diplomatiques. L'étude des dynasties akkadiennes et babyloniennes révèle ainsi un paysage complexe où pouvoir, culture et religion s'entrelacent étroitement. Les conquêtes et les rivalités transcendent souvent les frontières ethniques ou linguistiques, forgeant des identités hybrides à l'échelle régionale. Ces empires contribuent de manière significative à la constitution d'un héritage proche oriental qui influence durablement l'histoire des civilisations ultérieures. Dans cette continuité, la description des événements évolue naturellement vers l'analyse des Assyriens, qui, après Babylone, renforcent leur domination par des méthodes militaires et administratives distinctes. Le Proche-Orient, tel un théâtre perpétuel de changement et d'adaptation, invite à poursuivre cette exploration des mécanismes du pouvoir et des cycles historiques qui expliquent en partie la permanence des conflits, l'âge assyrien et la militarisation du territoire. L'Empire assyrien s'impose dans l'histoire du Proche-Orient ancien comme un exemple frappant de la militarisation du territoire. Originaire du nord de la Mésopotamie, il succède progressivement aux premières cités-États sumériennes en affirmant sa puissance par une organisation militaire rigoureuse, qui dépasse largement ce que l'on connaissait auparavant. La nature même de cet empire repose sur une expansion agressive, visant à contrôler non seulement des terres, mais aussi les routes commerciales essentielles à cette époque. Le développement de l'armée assyrienne suit une logique méthodique. Chaque soldat est formé selon des standards précis et la discipline y est maintenue avec rigueur. L'emploi de chariots, de cavalerie et surtout d'une infanterie bien équipée permet l'exécution de campagnes militaires rapides et efficaces. Cette efficacité dans la guerre a renforcé la capacité de l'Empire à imposer son autorité sur des régions diverses, du Tigre jusqu'aux plaines de la Méditerranée. Il est important de noter que cette militarisation n'est pas seulement un moyen de conquête, mais aussi un outil de maintien de l'ordre interne face aux insurrections fréquentes. L'un des aspects les plus marquants de cet empire est la façon dont il utilise la peur comme arme politique. Les Assyriens enregistrent méticuleusement leurs victoires, souvent en détaillant la brutalité de leur campagne. Cette propagande visuelle et écrite vise à dissuader toute révolte ou opposition. Les bas-reliefs d'images martiales, exposés dans les palais, racontent des histoires où les ennemis sont présentés comme des ennemis impitoyables et battus sans appel. Ces pratiques ont un impact profond sur la stabilité régionale, souvent fragile en raison de la diversité ethnique et culturelle des populations. Le contrôle exercé par l'Empire ne se limite pas à la simple domination militaire. Il s'engage aussi dans l'intégration politique et économique des territoires conquis. Les Assyriens imposent un système administratif centralisé permettant de collecter les taxes et de mobiliser des ressources pour entretenir leurs forces militaires. Cette organisation sophistiquée est un élément clé pour comprendre comment un territoire relativement restreint géographiquement peut exercer une telle influence sur une zone bien plus vaste. Cependant, cette centralisation concentre aussi le pouvoir, rendant l'Empire vulnérable à des crises internes en cas de succession contestée ou de révolte. Les rivalités avec les peuples voisins, notamment les Babyloniens, les Hittites et plus tard les Mèdes, s'expliquent en grande partie par cette dynamique expansionniste. Chaque groupe tente de défendre son périmètre face à une puissance militaire qui ne cesse de croître. Cette compétition permanente nourrit un climat de tension et de conflit qui perdure dans la région bien au-delà de la chute de l'Empire assyrien.
En effet, la dispersion des Assyriens après la chute de leur capitale, Ninive, ne met pas fin à l'instabilité, car leurs rivaux continuent à lutter pour dominer les terres laissées vacantes. Par ailleurs, les stratégies militaires assyriennes ont laissé un héritage durable dans l'art de la guerre. L'utilisation de sièges prolongés, l'ingénierie militaire pour construire des machines de guerre et la mise en place de garnisons placées stratégiquement sont autant d'innovations qui influencent les conflits futurs au Proche-Orient. Ces éléments contribuent à un phénomène d'armement et de militarisation qui marque profondément cette région durant des siècles. Cette militarisation systématique reflète une conception du pouvoir où la guerre s'inscrit comme une activité primordiale pour assurer la survie et la grandeur de l'État. Les archives cunéiformes traduisent aussi un attachement particulier à la notion de justice impériale. Codifiée souvent dans des lois visant à réguler les rapports sociaux au sein des territoires administrés. Cependant, le contraste est frappant entre cette aspiration à l'ordre légal et les actes souvent violents qui accompagnent l'imposition du pouvoir. Cette dualité se retrouve dans bien des civilisations du Proche-Orient, où la violence et la légalité cohabitent pour pérenniser l'autorité. Il est donc essentiel de comprendre la militarisation comme un mécanisme complexe, mêlant force brute et gouvernance structurée. Cette histoire assyrienne illustre ainsi une étape charnière du Proche-Orient antique, où la consolidation d'un pouvoir guerrier structuré modifie profondément les rapports entre peuples et territoires. Le poids-ch'ké de cette époque résonne encore dans les rivalités contemporaines. La militarisation intensive accentue non seulement la compétition entre groupes, mais aussi la fragilité du tissu social face aux ambitions impériales. En ce sens, l'Empire assyrien apparaît comme un précurseur des conflits récurrents qui caractérisent la région jusqu'à nos jours. Alors que ce récit touche à sa conclusion, il devient clair que de nombreux facteurs historiques s'entrelacent pour expliquer la persistance des tensions dans cette zone. L'histoire ne saurait être réduite aux seules violences, mais il faut reconnaître que l'héritage de l'empire militaire assyrien constitue un jalon incontournable. La suite de cette exploration conduira à l'analyse des empires post-assyriens, qui continueront à façonner la géopolitique complexe du Proche-Orient entre héritage des stratégies guerrières et nouveaux modèles d'organisation politique. La période perse et l'intégration des divers peuples. La conquête perse marque un tournant décisif dans l'histoire du Proche-Orient, caractérisé par l'expansion d'un empire vaste et diversifié. Les Achéménides, sous la direction de Cyrus le Grand, réussirent à unifier des peuples et des territoires aux cultures et langues variées. Cette unification ne fut pas seulement militaire, mais s'appuya aussi sur une politique d'administration novatrice et centralisatrice, qui tenta d'adresser les défis liés à la gestion d'un empire multiethnique étendu de l'Indus à l'Égypte. Les Perses adoptèrent une approche particulièrement tolérante envers les différentes traditions religieuses et coutumières des peuples conquis. Cette stratégie permit de réduire les conflits internes et de stabiliser un territoire dont la diversité pouvait être une source de tension. L'administration impériale fonctionnait à travers un système de satrapie, gouverné par des satrapes appelés à rendre compte directement au roi. Cette organisation assura un certain degré d'autonomie locale tout en maintenant une cohésion impériale. Sous leur règne, des infrastructures majeures furent développées pour renforcer les liens entre les provinces. Parmi celles-ci, le réseau routier royal facilitait la communication et le déplacement des armées, des fonctionnaires et des commerçants. La célèbre route royale, qui s'étendait sur plusieurs milliers de kilomètres, symbolisait la volonté de l'Empire de maintenir son intégrité et d'encourager les échanges culturels et économiques. Cette période voit également la mise en place d'un système fiscal standardisé, harmonisant les contributions des différentes régions. Cela renforçait non seulement le pouvoir central, mais favorisait aussi une certaine équité entre les sujets de l'Empire. Par ailleurs, les Achéménides encouragèrent la diversité culturelle, permettant aux artisans et aux intellectuels de diverses origines
de contribuer à un patrimoine commun. L'influence perse se fait sentir dans les pratiques administratives des empires ultérieurs. Leur modèle d'intégration et de gouvernance inspira, avec succès variable, d'autres puissances qui cherchèrent à gérer des populations fragmentées et des territoires étendus. La capacité des Achéménides à combiner autorité et respect des identités locales est souvent évoquée comme un exemple précoce d'État multinational. En dépit de cette relative stabilité, les tensions internes ne disparurent pas complètement. Les luttes pour le pouvoir central et les envies d'indépendance de certaines satrapies furent constamment présentes. Cependant, l'équilibre relatif maintenu par l'administration perse permit à l'Empire d'exister pendant plusieurs siècles avant d'être confronté à de nouveaux défis externes, comme l'arrivée d'Alexandre le Grand. Cette success story de l'Empire perse montre donc à quel point l'adaptation et la flexibilité sont nécessaires pour gouverner une région aussi complexe que le Proche-Orient. Leur expérience souligne la difficulté de maintenir à la fois unité politique et diversité culturelle sur un même territoire. Ces enjeux, présents à l'époque achéménide, continuèrent d'influencer la dynamique conflictuelle jusqu'à nos jours. En conclusion, la période perse constitue une étape essentielle pour comprendre la dynamique régionale. Leur politique d'administration, assez équilibrée entre contrôle et tolérance, représente un modèle précurseur dans la gestion des empires pluriethniques. Cette histoire jette ainsi les bases de la complexité politique et sociale du Proche-Orient qui perdure encore à l'échelle contemporaine. En poursuivant ce récit, il est pertinent d'examiner l'impact des conquêtes hellénistiques qui succédèrent à l'ère perse et l'évolution des systèmes politiques dans cette région riche en contrariétés. L'héritage hellénistique et les divisions impériales. L'héritage hellénistique au Moyen-Orient commence avec la conquête d'Alexandre le Grand, une figure dont l'impact transcende son temps. Cette campagne militaire, amorcée au IVe siècle avant notre ère, mêle ambition politique et diffusion culturelle. Alexandre unifia des territoires vastes, allant de la Grèce à l'Inde, créant un contact sans précédent entre Orient et Occident. Après sa mort prématurée, ces généraux se disputèrent l'Empire, menant à l'émergence des royaumes hellénistiques, parmi lesquels celui des Séleucides domina une grande partie du Moyen-Orient. Cette période est caractérisée par un syncrétisme entre les traditions locales et la culture grecque, visible dans l'urbanisme, la langue et les arts. Les Séleucides étendirent leur influence sur une géographie complexe, englobant des peuples et des religions diversifiées. Leur pouvoir fut confronté à des challengers comme les Ptolémées en Égypte ou les Parthes à l'Est. La rivalité entre ces entités politiques fut marquée par une succession constante d'alliances changeantes et de conflits militaires. Ces luttes de pouvoir traduisent une réalité où les frontières étaient fluides et constamment remises en question. Le Moyen-Orient devenait un théâtre d'affaires stratégique, où conquête et défense s'alternaient sans répit. Dans cette époque, les cités grecques fondées par Alexandre et ses successeurs jouaient un rôle crucial. Elles servaient de centres administratifs, commerciaux et culturels, tout en conservant un certain degré d'autonomie. La diffusion de la langue grecque permit un échange intellectuel entre différentes civilisations. Parallèlement, les religions locales continuèrent d'exister, parfois intégrant des éléments hellénistiques, confirmant la coexistence parfois conflictuelle de plusieurs identités culturelles. Cette pluralité forma le socle des transformations qui marqueraient durablement la région. La dimension politique des États hellénistiques du Moyen-Orient révèle un équilibre fragile. Les Séleucides, malgré leur étendue territoriale, durent sans cesse faire face à des insurrections internes et à la pression des puissances voisines. Leurs rois se virent régulièrement contestés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières. Ces dynamiques complexes alimentèrent des instabilités, caractérisées par des querelles dynastiques, des rébellions de populations locales et des incursions étrangères. Le maintien du pouvoir
exigeait diplomatie, alliance et souvent force militaire, traduisant un climat d'incertitude perpétuelle. Sur le plan économique, cette époque fut marquée par des échanges accrus entre l'Orient et l'Occident. Les routes commerciales, renforcées par la sécurité relative imposée par les autorités hellénistiques, favorisaient la circulation de biens rares, d'épices, de textiles et d'artisanat. Les marchés des grandes cités comme Antioche ou Séleucie attirèrent marchands et intellectuels. Ces échanges eurent pour effet d'intensifier les interactions culturelles, contribuant à une forme de cosmopolitisme naissant qui allait influencer durablement les sociétés locales et européennes. Les transformations urbaines reflètent également cette évolution. Des villes fondées ou restructurées selon des modèles hellénistiques témoignent d'une volonté de rationaliser l'espace urbain. Les infrastructures, telles que les théâtres, gymnases ou temples, témoignent d'une importance accordée à la vie publique et aux rituels civiques. Ce mode d'organisation urbaine contribua à structurer la société, favorisant l'émergence de nouvelles élites célestes et intellectuelles. Ainsi, la ville devenait non seulement un lieu de pouvoir politique, mais aussi un centre de rayonnement culturel. Les échanges intellectuels durant cette période prirent diverses formes. Les bibliothèques, lieux de savoir, commencèrent à se constituer, recueillant des écrits sur l'histoire, la philosophie et les sciences. Les philosophes grecs côtoyaient les traditions religieuses locales, donnant lieu à des réflexions hybrides où se mêlaient différentes cosmologies. Ce creuset d'idées contribua à façonner une pensée plus ouverte, qui influença les siècles suivants dans plusieurs domaines, incluant la théologie et la politique. La capacité des royaumes hellénistiques à s'adapter aux cultures indigènes fut cruciale. Les Séleucides, notamment, incorporèrent certains usages administratifs locaux tout en imposant des structures centralisées. Ce pragmatisme contribua à la survie de leur dynastie sur le long terme. Cependant, cette conciliation ne fut jamais totalement harmonieuse, engendrant parfois frustration et révolte. Ces tensions trouvèrent écho à travers une série de conflits internes qui affaiblirent progressivement l'autorité centrale. La dimension religieuse fut également une source de complexité. La coexistence de cultes polythéistes grecs avec des pratiques autochtones engendra des formes d'hybridation, suscitant tantôt la tolérance, tantôt le conflit. Les souverains hellénistiques parfois utilisaient ces cultes pour renforcer leur légitimité ou tenter d'unifier leurs sujets au-delà des différences ethniques. Cet aspect révèle l'importance de la religion comme vecteur d'identité collective, mais aussi comme source potentielle de division. L'impact de ces dynamiques se poursuit dans les siècles suivants, jusque dans l'Antiquité tardive et au-delà. Les États hellénistiques posèrent les bases d'une région aux contours multiples, où s'entremêlent héritages divers. Les conflits permanents entre puissances locales et étrangères reflètent souvent ce lourd bagage historique. Les luttes de pouvoir, motivées parfois par des intérêts économiques, d'autres fois par des divergences religieuses ou ethniques, soulignent la complexité inhérente au Moyen-Orient. Progressivement, l'avènement des pouvoirs romains puis parthes modifia la donne politique, marquant une nouvelle étape dans cette histoire mouvementée. Les Séleucides perdirent leur influence, mais leur impact culturel demeura visible. Ce passage d'une domination à une autre révèle les cycles récurrents de conquête et de reconfiguration territoriale, caractéristiques de la région. Ce long enchevêtrement d'événements contribue à expliquer en partie la fréquence des conflits historiques liés aux enjeux de contrôle et de domination. Les transformations culturelles initiées par Alexandre et ses successeurs illuminent cette période de transition. Elles témoignent de la rencontre et parfois du choc entre mondes différents, un phénomène complexe qui a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Cette époque met en lumière à la fois la richesse du passé et les germes des défis futurs. Elle invite à comprendre comment ces héritages d'anciens façonnent durablement les réalités actuelles du Moyen-Orient.
La lecture de cette période révèle un équilibre instable, où les tentatives d'unification se heurtent aux particularismes locaux et ethniques. Cette dualité explique en partie pourquoi le Moyen-Orient est souvent perçu comme une région conflictuelle. Pourtant, ce contexte historique démontre également une dynamique de création et d'adaptation constante. Ce paradoxe entre permanence et changement a forgé une région fascinante par sa diversité et sa complexité. En somme, le legs hellénistique constitue un moment charnière dans l'histoire du Moyen-Orient. Il incarne un moment d'ouverture culturelle profonde, mais aussi de tensions politiques aiguës. La fragile coexistence entre domination et identité multiples traduit la difficulté à établir une stabilité durable. Cette réalité historique donne un éclairage précieux sur les racines des divisions contemporaines, parfois invoquées pour comprendre les conflits actuels dans la région. Alors que les royaumes hellénistiques déclinaient, l'intervention de nouvelles puissances étrangères alla reconfigurer davantage le paysage politique. La succession des dominations a contribué à entretenir des rivalités ancestrales. Ces transformations complexes posent la question du rôle de l'histoire dans la formation des identités contemporaines et dans les conflits qui en découlent. Ce constat invite à poursuivre l'étude des périodes suivantes pour mieux saisir la continuité des lignes de fracture. Ainsi, l'histoire du Moyen-Orient durant l'ère hellénistique présente un condensé des enjeux mêlant pouvoir, culture et religion. La compréhension de cette époque éclaire les tensions présentes par-delà les siècles, offrant des clés pour une analyse plus fine. C'est une invitation à considérer les héritages passés non pas seulement comme un poids, mais aussi comme un terrain d'expérimentation et d'évolution. Cette approche ouvrira la voie à un examen plus approfondi des étapes suivantes. La montée des empires romains et parthes. La région du Moyen-Orient a longtemps été le théâtre d'interactions complexes entre diverses puissances, et parmi celles-ci, l'opposition prolongée entre l'Empire romain et l'Empire parthe occupe une place majeure. Cette rivalité, qui a duré plusieurs siècles, a profondément marqué le paysage politique, militaire et culturel de cette vaste étendue de terre. Comprendre cette période est essentiel pour saisir les racines profondes des dynamiques qui ont façonné la région jusqu'à nos jours. L'Empire romain, à son apogée, cherchait à étendre son influence vers l'Est, où se trouvait l'Empire parthe, une puissance qui contrôlait une grande partie de l'Iran et des territoires voisins. Les Parthes étaient connus pour leur capacité à défendre leurs frontières contre les invasions, notamment grâce à leurs célèbres cavaliers archers. Cette force militaire agile constituait un défi permanent pour les légions romaines. Les échanges entre ces deux puissances ne se limitaient pas aux conflits armés, mais incluaient également des échanges culturels et commerciaux. Les conflits entre Rome et les Parthes, souvent matériels, conduisirent à une série de guerres aux conséquences profondes sur les populations locales. Ces territoires, riches en ressources et en points stratégiques, furent soumis à des fluctuations constantes de pouvoir. Les villes et les villages virent défiler des armées, parfois oppressives, parfois protectrices, selon l'équilibre des forces. Cette instabilité politique a pour origine autant les volontés expansionnistes que les résistances locales. Sur le plan militaire, plusieurs batailles marquèrent cette lutte d'influence. Le premier grand affrontement connu fut l'épisode où Crassus, l'un des triumvirs romains, tenta une invasion du territoire parthe qui se solda par une défaite lourde de conséquences pour Rome, renforçant la détermination de poursuivre la rivalité. Sur plusieurs décennies, ces combats avaient pour enjeu le contrôle des routes commerciales majeures, notamment la route de la soie qui reliait l'Orient et l'Occident et alimentait la richesse des deux empires. Cette opposition ne se traduisait pas uniquement par des affrontements directs, mais aussi par des alliances stratégiques avec des royaumes intermédiaires. Plusieurs États, tels que la Cappadoce, l'Arménie ou la Mésopotamie, furent tour à tour sous influence romaine ou parthe, servant de tampon et de théâtre d'opérations.
Ces régions croisèrent leurs traditions culturelles, ce qui laisse aujourd'hui un héritage diversifié et riche en témoignages archéologiques. L'impact de cette rivalité sur les populations locales fut multiple. La circulation des biens et des idées était à la fois facilitée par la présence conjointe des deux empires et entravée par les conflits répétitifs. L'organisation sociale et économique des territoires concernés devait constamment s'adapter aux exigences des pouvoirs dominants, ce qui engendra parfois des tensions internes et des révoltes. Malgré cette instabilité, de nombreux centres urbains prospérèrent, faisant du Moyen-Orient une région dynamique entre antiquité et modernité. Le rôle des Parthes dans cet équilibre est souvent sous-estimé. Leur capacité à résister aux légions romaines permit de préserver une certaine autonomie culturelle et politique. Ils établirent un système fédéral qui associait diverses tribus et peuples, favorisant une certaine stabilité interne. Ce modèle contrastait avec la structure centralisée de Rome et contribuait à la diversité des expériences vécues dans ces territoires frontaliers. Au fil du temps, les interactions entre ces deux puissances évoluèrent. La rivalité fut ponctuée de périodes de paix relatives, souvent ponctuées par des traités ou des mariages politiques destinés à consolider les frontières. Ces pauses dans le conflit permirent des échanges culturels enrichissants, notamment dans les domaines de la philosophie, de la religion et des sciences, où des influences croisées laissèrent une empreinte durable sur la civilisation. Parmi les échanges notables, on observe l'influence de la culture hellénistique chez les Parthes, ainsi que l'introduction de pratiques orientales dans le monde romain. Ces phénomènes montrent que malgré l'adversité, les deux empires ne pouvaient totalement ignorer la proximité de l'autre et apprenaient à coexister dans cet espace partagé au prix de tensions contrôlées et d'ajustements constants. Un élément fondamental fut également la situation géographique exceptionnelle du Moyen-Orient, carrefour de civilisation depuis des millénaires. Cela renforçait son importance stratégique et expliquait en partie pourquoi les rivalités romaines et parthes s'éternisèrent. Le contrôle des voies commerciales, des ressources naturelles, mais aussi des sites religieux, conférait à cette région un rôle crucial pour la puissance politique régionale. La persistance des conflits, malgré les efforts pour stabiliser la région, nourrit une tradition de lutte territoriale qui allait perdurer bien au-delà de l'époque romaine et parthe. Cette histoire complexe sert aujourd'hui de fondement pour comprendre certains des défis actuels du Moyen-Orient, où les anciennes divisions politiques et ethniques trouvent encore des échos dans le présent. La transition vers l'ère sassanide signala un changement dans cette dynamique, remplaçant progressivement les Parthes par un nouvel acteur puissant. Les nouveaux conflits et alliances allaient redessiner encore une fois la carte géopolitique de la région, tout en perpétuant certains des enjeux fondamentaux hérités de ces siècles de confrontation romaine et parthe. Ainsi, la suite de cette histoire révèle l'évolution constante des relations entre les grandes puissances dans cet espace précieux, marquant un autre chapitre dans cette chronique millénaire. L'avènement de l'islam et la dynastie des Omeyyades. L'expansion de l'islam constitue un tournant majeur qui redéfinit profondément les contours politiques et culturels du Moyen-Orient. Son émergence au début du 7e siècle, portée par la prédication d'une figure charismatique, engendre une transformation rapide et durable. La péninsule arabique devient le berceau d'une foi qui unit différents clans et tribus sous une même bannière spirituelle et politique. Ce phénomène inédit pour la région propulse l'islam au rang d'instrument essentiel d'organisation sociale. Le prophète Muhammad, fondateur de cette religion, centralise le message monothéiste tout en formulant une communauté régie par des lois issues du Coran. Son influence dépasse le cadre religieux et intègre la sphère politique, donnant naissance à un modèle d'État particulièrement structuré. Après sa mort, ses successeurs, les califes, s'emploient à maintenir cette unification fragile tout en étendant le territoire sous leur contrôle. Le califat s'impose ainsi comme une institution centrale. Sous le second calife,
le territoire islamique s'étend bien au-delà de l'Arabie. Les conquêtes successives atteignent rapidement la Syrie, la Palestine, l'Égypte et la Mésopotamie. Cette phase d'expansion militaire rapide installe l'islam comme une force déterminante. Les populations locales, souvent soumises aux empires byzantins et sassanides, voient ça se substituer à un nouveau pouvoir capable d'assurer une certaine stabilité après des décennies de conflits permanents. La dynastie des Omeyyades marque une nouvelle ère. En transférant la capitale à Damas, ils établissent un centre administratif et culturel stratégique. Cette décision reflète à la fois un souci d'efficacité politique et une volonté de consolider leur légitimité. Leur règne se distingue par la mise en place d'institutions renforcées, avec une administration centralisée et une armée régulière. Le système des impôts est réorganisé pour assurer un financement stable de l'État naissant. Sur le plan social, les Omeyyades encouragent la diffusion de la langue arabe au sein de leur territoire, favorisant l'harmonisation culturelle au-delà des différences ethniques. Cette politique contribue à la constitution d'une identité commune susceptible de transcender les anciens clivages. Leur règne ouvre la voie à un partage progressif des ressources et à une structuration sociale reposant sur la loyauté envers le calife et la religion musulmane. Le droit islamique commence alors à prendre forme, amalgamant pratiques tribales et enseignements religieux. Cette codification juridique offre un cadre uniforme régissant les relations sociales et économiques. Dans ce contexte, les minorités religieuses bénéficient d'une certaine protection, bien que subordonnées à leur statut spécifique au sein de l'Empire. L'administration omeyyade veille à un équilibre délicat entre tolérance et contrôle politique. Malgré cette apparente stabilisation, des tensions subsistent entre les différentes factions au sein du califat. Les divergences politiques et religieuses alimentent des oppositions que les Omeyyades peinent à apaiser. Ces tensions conduisent finalement à des affrontements internes, fragilisant leur autorité et contribuant à la montée d'autres dynasties dans les territoires à la périphérie de leur empire. L'impact de l'expansion islamique dépasse la sphère purement militaire ou politique. Elle favorise la circulation des connaissances, des techniques et des échanges commerciaux à une échelle inédite. De grandes villes comme Damas, Jérusalem et Kairouan deviennent des centres de savoir et des carrefours économiques stratégiques, relayant les richesses culturelles et matérielles entre l'Orient et l'Occident. Simultanément, les réseaux de routes et les infrastructures de communication sont aménagés, facilitant le déplacement des armées ainsi que le commerce. Cette intégration territoriale contribue à une forme d'unité économique malgré la diversité des populations. De nombreuses innovations voient le jour, notamment dans les domaines de l'astronomie, de la médecine et de la philosophie, qui s'appuient sur des héritages antiques tout en intégrant les apports locaux. Le rôle des populations autochtones face à cette conquête est complexe. Certaines voient, dans le régime islamique, une opportunité de sortie d'un régime oppressif, tandis que d'autres restent attachés à leurs traditions et coutumes anciennes. La cohabitation de différentes communautés, chacune avec son histoire, contribue à façonner une mosaïque culturelle riche et parfois conflictuelle. La religion joue un rôle central dans cette période. L'islam n'est pas simplement une croyance spirituelle, mais un système englobant la vie sociale et politique. La relation entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux devient une caractéristique majeure de la gouvernance dans la région. Cette fusion contribue à maintenir la cohésion entre les différentes entités formant l'Empire. Les Omeyyades voient Hamwa leur apogée dans le but d'unifier une région marquée par une multiplicité d'identités et de traditions. En construisant un État capable d'incarner cette unité, ils instaurent un modèle qui influencera durablement la structure politique du Moyen-Orient. Leur héritage, quoique marqué par des conflits, s'inscrit dans une évolution profonde vers un monde nouveau. Cette période illustre également comment les dynamiques internes à l'islam, parmi lesquelles la question de la succession et des interprétations doctrinales,
contribuent à façonner les contours du pouvoir. Ces débats internes prédisent des changements à venir, tels que l'émergence de la dynastie suivante, qui bouleversera encore une fois la carte régionale. En définitive, l'avènement de l'islam et le règne des Omeyyades représentent des facteurs clés pour comprendre la complexité historique du Moyen-Orient. Ils posent d'abord les fondations d'une civilisation qui, à travers ses transformations successives, demeure au cœur des enjeux politiques et culturels de la région. Cette continuité explique en partie les rivalités qui traversent ces terres jusqu'à nos jours. En suivant la trajectoire tracée par cette première expansion, il est possible d'entrevoir les raisons profondes des conflits persistants, enracinés dans des héritages anciens et des recompositions identitaires. La période qui suit, avec la dynastie abbasside, promet d'offrir une nouvelle illustration des tensions entre puissance politique et impératifs culturels, ouvrant ainsi la voie à une autre phase décisive de l'histoire régionale. Les Abbassides et la diversité culturelle. Les Abbassides, en prenant le relais de la dynastie omeyyade au milieu du 8e siècle, instaurèrent une ère marquée par une certaine diversité culturelle et un essor intellectuel remarquable. Leur capitale, Bagdad, devint rapidement un centre névralgique mondial où convergeaient savants, artisans, philosophes et commerçants issus de multiples horizons. Cet environnement unique contribua à une modération relative des tensions ethniques et religieuses qui avaient souvent alimenté les conflits au sein de la région. La maison abbasside s'efforça d'établir une gouvernance qui, tout en affirmant la primauté du pouvoir islamique, valorisait également les savoirs et traditions des populations variées. On y retrouva des influences perses, arabes, chrétiennes, juives, mais aussi indiennes et hellénistiques dans un véritable échange culturel. Cette ouverture favorisa un climat intellectuel propice à des avancées dans les domaines des mathématiques, de la médecine, de la philosophie et de la littérature. Les fameux traducteurs de l'époque transcrivaient et enrichissaient les connaissances issues des civilisations passées et contemporaines. La bibliothèque de Bagdad, connue sous le nom de Maison de la Sagesse, attira des esprits curieux venus de la Méditerranée à l'Asie, soutenant la diffusion des idées et des sciences. Là, œuvres grecques furent traduites en arabe, souvent enrichies de commentaires et de réflexions nouvelles. Cette dynamique permit aux Abbassides d'asseoir une domination culturelle qui dépassait largement leur sphère politique. Paris, Constantinople, même les villes de l'Extrême-Orient entendèrent parler des découvertes provenant de cette cité insérée entre deux mondes. Loin d'être exempt de tensions, malgré tout, cet âge d'or abbasside ne put effacer entièrement les sources anciennes de conflits. La mosaïque des identités ethniques continuait à peser dans la balance politique. De même, les divergences religieuses, notamment entre sunnites et chiites, se manifestaient sous des formes parfois violentes. Cependant, la capacité des dirigeants à canaliser ces différends fut impressionnante, leur permettant de préserver une stabilité relative souvent enviée dans les siècles suivants. Sous la houlette des califes, les institutions politiques furent réformées afin d'inclure une plus grande représentation des élites non arabes. Ce geste renforça l'intégration des peuples divers vivant dans l'Empire abbasside et atténua certains antagonismes historiques. Parallèlement, la production artistique exprima cette pluralité, mêlant motifs perses et arabes, formes byzantines et influences indiennes. L'architecture, la poésie, la musique et les arts décoratifs traduisirent ainsi en images et en sons cette coexistence culturelle. Les routes commerciales, largement contrôlées par Bagdad, favorisaient aussi l'échange matériel et symbolique, assurant une prospérité économique qui renforçait le prestige politique du pouvoir abbasside. Ces infrastructures permirent le transit de biens précieux, d'épices, de textiles et de manuscrits, tissant un réseau dense entre les terres de l'Orient et celles de l'Occident. Ce tissu économique était indissociable de l'intégration culturelle et sociale si caractéristique de cette période. Dans ce contexte,
l'éducation connut un développement sans précédent. Des écoles et des universités virent le jour, accueillant des étudiants de diverses confessions et origines, encouragés à approfondir aussi bien les sciences exactes que les arts humanitaires. Cette valeur accordée au savoir modéra quelque peu les affrontements traditionnels en offrant une autre forme de pouvoir, fondée sur la connaissance et la raison. Elle permit d'instaurer une forme de dialogue entre communautés souvent divisées. Les progrès dans la médecine incarnent particulièrement cette collaboration interculturelle. Les médecins abbassides s'inspirèrent des textes grecs, mais aussi des apports indiens et perses, transposant ces savoirs dans de nouvelles pratiques cliniques. Certains ouvrages, rédigés en arabe, devinrent des références pendant des siècles, traduits ensuite en latin et diffusés en Europe. Ainsi, le rôle des abbassides dans la transmission du savoir fut crucial, jetant des ponts durables entre l'Orient et l'Occident. Sur le plan religieux, bien que l'islam fût la religion d'État, la coexistence avec d'autres groupes fut maintenue par des politiques de tolérance relative. Les communautés chrétiennes et juives disposaient de certaines protections légales et pouvaient exercer leur culte. Cette situation, même si fragile dans certains cas, contribuait à apaiser les tensions et à insérer un pluralisme religieux dans le fonctionnement quotidien de l'Empire. Ce pragmatisme politique différencia les abbassides de certains prédécesseurs plus exclusifs. Cela étant, la complexité sociale et ethnique de l'Empire abbasside n'élimina pas pour autant les conflits. Des rivalités internes entre factions politiques, les luttes pour le pouvoir entre différentes branches de la famille régnante ou leurs vizirs créèrent des instabilités régulières. De plus, les régions périphériques, souvent peu contrôlées, résistèrent à l'autorité centrale et connurent des foyers de révolte. Ces dynamiques démontraient que la diversité culturelle, tout en étant une richesse, posait aussi des défis permanents à la cohésion. Néanmoins, cette période reste un exemple remarquable d'équilibre entre pluralité et unité. Elle illustre comment, dans une ère géopolitique aussi complexe que le Moyen-Orient, un pouvoir central pouvait favoriser, même temporairement, un cadre social apaisé, propice au progrès humain. Cette expérience des Abbassides donna un souffle qui influença durablement la civilisation islamique et la culture mondiale à travers les siècles suivants. Les traces de cette époque se retrouvent dans les œuvres d'art, les manuscrits, mais aussi dans la réflexion philosophique et scientifique. Elles témoignent d'une époque durant laquelle les différences ethniques et religieuses furent abordées moins par l'exclusion que par une gestion intelligente des diversités. Cette gestion permit au Moyen-Orient de s'imposer comme un creuset où cohabitaient avoirs anciens et innovations propres, préparant ainsi les fondations indispensables des évolutions ultérieures. L'héritage abbasside, avec ses réussites et ses limites, ouvre une perspective nécessaire pour comprendre les mécanismes complexes entretenus dans cette région jusqu'à nos jours. Alors que les guerres reprennent souvent ailleurs, la leçon de cette période invite à considérer la richesse du dialogue interculturel et l'importance d'une gouvernance attentive aux réalités plurielles. Cette réflexion se poursuit en explorant les dynamiques postérieures qui marquèrent le Moyen-Orient après le déclin progressif de la maison abbasside, les invasions mongoles et l'effondrement des structures existantes. Les invasions mongoles ont profondément bouleversé le paysage politique et social du Moyen-Orient, remettant en cause les structures anciennes qui y préexistaient. Avant leur arrivée, cette région était caractérisée par un équilibre complexe entre différentes dynasties, cités-États et cultures, chaque puissance tentant de préserver son influence. L'expansion des armées mongoles, à partir du XIIIe siècle, a provoqué des destructions massives, marquant le début d'une période de chaos qui allait reconfigurer durablement la région. Le pouvoir des empires établis, tels que les Abbassides et les diverses principautés turques, a été mis à rude épreuve. Les conquêtes mongoles ont entraîné la chute de Bagdad, centre intellectuel et administratif majeur, en 1226,
événement qui symbolisa l'effondrement brutal d'une tradition de gouvernance structurée. La capitale abbasside fut pillée, les bibliothèques incendiées, provoquant une perte considérable de savoir. Ces pertes matérielles et culturelles fragilisèrent les bases de l'autorité politique dans la région. L'administratif local connut des transformations profondes. Les Mongols, malgré leur réputation de conquérants féroces, mirent en place des systèmes de gestion qui, tout en s'appuyant sur des élites locales, impliquaient une réorganisation des territoires. Cependant, cette réorganisation resta superficielle dans bien des cas, car la violence des campagnes militaires et les dévastations causées par les pillages rendaient difficile la restauration d'un ordre stable. L'agriculture, principale source de richesse, fut gravement affectée, réduisant la capacité des États à financer une administration efficace. Les infrastructures sociales furent également atteintes. Les routes commerciales, notamment celles reliant l'Asie centrale à l'Orient méditerranéen, furent perturbées, modifiant les flux économiques habituels. Ces changements eurent des répercussions sur le commerce des marchandises précieuses, des épices zootextiles, affectant les revenus des villes qui dépendèrent de cette activité. La dépopulation de certaines zones, suite aux massacres et aux déplacements forcés, modifia durablement la composition démographique des territoires concernés, accentuant les tensions entre communautés. Les invasions mongoles ne se limitèrent pas à une simple destruction. Elles favorisent aussi l'émergence de nouvelles dynamiques. Par exemple, la formation de l'Ilkhanat en Perse illustre une tentative d'intégration des conquérants dans la sphère politique locale, mêlant influence mongole et iranienne. Cette hybridation permit une certaine renaissance culturelle et administrative, s'éloignant du chaos des premières années d'invasion. Cependant, cette stabilité apparente resta fragile, car d'autres acteurs régionaux, notamment les Mamelouks en Égypte, contestèrent rapidement ce nouvel ordre. Le choc des invasions engendra par ailleurs un déplacement des centres de pouvoir. La région mésopotamienne perdit son rôle prédominant au profit d'autres zones, moins affectées ou mieux capables de s'adapter. Ce transfert contribua à reconfigurer les alliances et les rivalités politiques, posant les bases des conflits ultérieurs. L'affaiblissement des intermédiaires traditionnels facilita l'émergence de groupes plus isolés cherchant à contrôler des territoires clés, ce qui alimenta une instabilité chronique. Par ailleurs, ce contexte troublé exacerba les rivalités confessionnelles et ethniques existantes. Les Mongols, tout en étant eux-mêmes issus d'un environnement culturel particulier, adoptèrent parfois des politiques favorisant certaines communautés au détriment d'autres. Ce favoritisme, combiné à la perte d'autorité centralisée, intensifia les divisions locales. Ces tensions se traduisirent par des affrontements fréquents, perpétuant un cycle de violence qui devint endémique dans de nombreuses régions. La dimension religieuse joua aussi un rôle dans la dynamique post-invasion. Les Mongols se convertirent progressivement à l'islam, principalement sous l'influence des populations conquises et des classes dirigeantes locales. Cette conversion atténua certaines tensions, mais créa également de nouveaux enjeux. Le contrôle des lieux saints et la légitimité religieuse devinrent des outils politiques puissants, exacerbant les luttes pour la suprématie. La compétition pour le leadership spirituel s'ajouta ainsi aux conflits territoriaux et ethniques. En outre, les changements démographiques induits par les invasions modifièrent le tissu social de nombreuses cités. L'arrivée de populations nomades ou semi-nomades, liées à la mobilité des armées mongoles, s'accompagna d'une transformation des modes de vie et des structures sociales. Ces mutations influencèrent les pratiques agricoles, les systèmes de propriété foncière et les relations communautaires traditionnelles. La recomposition sociale contribua à un renouvellement, parfois conflictuel, des identités locales. Les conséquences à long terme des invasions mongoles se manifestèrent également sur le plan culturel. Malgré la destruction initiale, une époque d'échange et de syncrétisme vit le jour.
la circulation des savoirs entre l'Est et l'Ouest s'accentua, portée par les réseaux commerciaux remis en place progressivement. Cette période fut marquée par une fertilisation croisée des idées, notamment dans les domaines de la science, de la philosophie et des arts, contribuant à enrichir le patrimoine culturel régional. Cependant, cette dynamique culturelle ne parvint pas à résoudre les fractures politiques et sociales. Les rivalités continuèrent à nourrir des conflits intermittents, et l'instabilité chronique empêcha la consolidation de pouvoirs durables. La mémoire des invasions, gravée dans les récits historiques et les traditions orales, resta un élément central des identités collectives, souvent mobilisé pour justifier des positions antagonistes. Ce poids du passé influence encore aujourd'hui les perceptions et les tensions dans la région. Ainsi, les invasions mongoles constituent une étape cruciale dans l'histoire du Moyen-Orient. Elles ont non seulement entraîné une destruction matérielle considérable, mais aussi engendré une transformation profonde des structures politiques, sociales et culturelles. L'effondrement des anciennes institutions favorisa l'émergence de nouvelles entités, souvent fragiles et exposées aux rivalités. Ces changements préparèrent le terrain aux conflits ultérieurs qui continuèrent de marquer la région. Les bouleversements provoqués par cet épisode historique démontrent la complexité des interactions entre conquête militaire et transformation sociale. Ils illustrent comment des événements ponctuels peuvent déclencher des processus de longue durée, dont les effets perdurent bien au-delà des guerres initiales. Le Moyen-Orient, dans cette perspective, apparaît comme un territoire constamment remodelé par des forces externes et internes agissant à divers niveaux. En prenant en compte cette évolution, il est possible de mieux comprendre les difficultés actuelles auxquelles la région est confrontée. L'histoire des invasions mongoles éclaire certains mécanismes de fragilisation des États, de recomposition des identités et de rivalité territoriale qui restent d'actualité. Cette continuité historique offre une clé pour appréhender les dynamiques contemporaines sans recourir à des explications simplistes. La période post-invasion fut également caractérisée par une intensification des échanges interculturels malgré les conflits. Les routes commerciales, réhabilitées progressivement, permirent à des idées et des produits de circuler de nouveau. Cette reprise contribua à la vitalité économique de certains centres urbains, permettant au Moyen-Orient de maintenir une place importante dans le monde médiéval. Toutefois, les fragilités politiques limitaient souvent cet élan. Enfin, il convient de souligner que l'histoire des invasions mongoles n'est pas seulement une succession d'événements tragiques. Elle met aussi en lumière la capacité d'adaptation des sociétés du Moyen-Orient, capables de se reconstruire malgré les épreuves. Cette résilience fut un facteur déterminant dans la formation des configurations politiques et culturelles qui allèrent suivre. Le récit de ces transformations invite à une lecture nuancée et approfondie des héritages historiques. Ainsi, en observant le parcours de la région depuis ses invasions, on entrevoit les racines de nombreux aspects qui caractérisent encore aujourd'hui le Moyen-Orient. Les structures effondrées, les tensions nourries, les recompositions sociales, tout cela forme un ensemble complexe qui guide les développements ultérieurs. La compréhension de cette période est donc indispensable pour saisir la trajectoire d'une région au carrefour de civilisation. La prochaine réflexion se penchera sur l'essor des puissances régionales et les rivalités qui en découlèrent. Poursuivant cette exploration des fondements historiques contemporains, l'ère ottomane et le contrôle impérial. L'Empire ottoman, s'étendant sur une vaste région du Moyen-Orient, a dominé cette zone pendant plusieurs siècles, façonnant en profondeur ses structures politiques, sociales et culturelles. Son organisation repose sur une administration centralisée, mais aussi sur une gestion décentralisée des multiples communautés qui composent cet espace. Cette coexistence complexe entre le pouvoir impérial et la diversité locale constitue une clé essentielle pour comprendre les tensions qui ont jalonné cette période. Une des particularités de cet empire est sa politique envers les minorités.
Les différentes communautés religieuses et ethniques comme les Arabes, les Turcs, les Kurdes, les Arméniens, les Juifs et bien d'autres bénéficiaient d'un statut appelé millet. Ce système permettait à chaque groupe de gérer ses affaires internes, notamment en matière juridique et religieuse, sous la supervision de leur propre leadership. Cela assurait une forme d'autonomie qui limitait les conflits internes tout en maintenant la paix sous l'autorité ottomane. Cependant, cette structure, bien qu'efficace dans un premier temps, engendra des tensions sous-jacentes. La rigidité du système impérial freinait les aspirations à une représentation plus égalitaire et à une administration modernisée. L'absence d'une intégration complète de toutes les minorités dans un projet commun favorisa des divisions qui seront exploitées plus tard par des puissances étrangères. Par ailleurs, le poids des traditions et des particularismes locaux rendait difficile toute réforme cohérente au sein de l'Empire. Durant les siècles qui suivirent, l'Empire ottoman fit face à de nombreux défis d'ordre militaire, économique et administratif. L'essor de nations européennes aux ambitions expansionnistes imposa aux Ottomans une pression constante. Ces puissances tirèrent parti des faiblesses internes pour étendre leur influence sur des territoires stratégiques dans la région. Cette situation mena à une double difficulté. Résister aux ingérences extérieures tout en essayant de moderniser un État en crise. Parmi les réformes entreprises figure celle du XIXe siècle, souvent appelée Tanzimat. Ce programme visait à centraliser l'administration et à garantir l'égalité des citoyens devant la loi, abolissant ainsi certains privilèges anciens. Néanmoins, ces réformes rencontrèrent une résistance importante de la part d'élites conservatrices attachées au système traditionnel. Les résultats furent donc mitigés, renforçant parfois les conflits internes au lieu de les apaiser. La question des frontières est un autre point crucial. L'Empire retenait des territoires variés qui recouvraient des peuples aux identités multiples. Cette diversité culturelle et ethnique compliquait la délimitation des zones d'influence et provoquait des différends entre groupes à l'intérieur de l'Empire lui-même, mais aussi avec ses voisins. Les rivalités pour le contrôle des ressources naturelles et des voies commerciales furent des sources récurrentes de tensions. Par ailleurs, l'économie ottomane, longtemps structurée autour d'une agriculture traditionnelle et d'un commerce régional, eut du mal à s'adapter aux transformations économiques mondiales induites par la révolution industrielle européenne. Le retard technologique, associé à la dépendance accrue envers les importations, affaiblit la capacité financière et militaire de l'État. Ce déclin économique eut un impact direct sur la stabilité politique et sociale de l'Empire. La montée des nationalismes au cours du XIXe siècle accentua encore les fragilités de l'Empire. Différentes communautés commencèrent à revendiquer plus fermement des droits politiques et culturels, inspirés par les idées révolutionnaires venues d'Europe. Ces mouvements, bien que divers, eurent pour effet de fragmenter davantage l'unité impériale et de provoquer des luttes pour l'autonomie ou l'indépendance. En parallèle, la guerre de Crimée et les conflits balkaniques furent des révélateurs des limites de la puissance ottomane. Ces affrontements mirent en lumière la faiblesse militaire et diplomatique d'un État sous pression, incapable de contenir durablement les ambitions concurrentes. Les traités qui suivirent ces guerres redistribuèrent les cartes géopolitiques et affaiblirent encore plus la cohérence territoriale de l'Empire. L'entrée dans le XXe siècle se caractérisa par une urgence croissante à réformer l'Empire, à la fois sur le plan institutionnel et militaire. L'émergence du mouvement des jeunes Turcs illustra la volonté d'un renouveau politique autour d'un projet nationaliste centré sur la modernisation et la centralisation du pouvoir. Ce mouvement joua un rôle important dans la tentative de recentrer l'Empire face aux menaces internes et externes. Malgré tous les efforts, l'Empire ottoman ne parvint pas à stopper son déclin. La Première Guerre mondiale constitua une étape décisive qui scella le sort de cette mâchoire impériale. Le partage des territoires ottomans parmi les puissances victorieuses
redessina la carte du Moyen-Orient. Ce démantèlement créa de nouveaux États avec des frontières souvent arbitraires, posant les bases des conflits futurs. Ainsi se conclut cette période cruciale, où l'Empire ottoman, à travers sa gestion des minorités, ses réformes incomplètes, ses crises économiques et ses défaites militaires, a infléchi profondément l'histoire du Moyen-Orient. Ces transformations expliquent en partie pourquoi la région fut ensuite marquée par des conflits récurrents liés à la fois à la diversité interne et aux interventions extérieures. Le passé impérial ottoman reste un prisme incontournable pour comprendre les enjeux contemporains. En suivant cette analyse, il est naturel de s'intéresser maintenant à la période suivante, où les nouvelles puissances régionales et internationales redéfinissent leurs ambitions et leurs alliances. Poursuite d'un récit essentiel à la compréhension des formes actuelles du conflit, la colonisation et les prémices des conflits contemporains. La présence des puissances européennes au Proche-Orient au cours des 19e et 20e siècles a profondément marqué la région tant sur le plan politique que social. L'intérêt stratégique pour ces territoires riches en ressources et en position géographique a conduit à la mise en place de rapports de force souvent déséquilibrés, imposant des influences étrangères qui ont redéfini les contours des sociétés locales. Les empires coloniaux, animés par des ambitions économiques et géopolitiques, ont ainsi contribué à remodeler durablement la carte du Proche-Orient. Au XIXe siècle, la montée en puissance de l'Empire britannique et de l'Empire ottoman, ainsi que la présence française en Syrie et au Liban, ont dessiné un premier cadre de domination et d'interaction complexe. Ces puissances ont souvent manipulé les communautés locales en jouant sur leurs différences religieuses et ethniques, contribuant à creuser des clivages qui auparavant, bien que présents, ne structuraient pas de manière absolue la cohésion sociale. Les frontières tracées à cette époque n'étaient pas uniquement géographiques. Elles représentaient aussi des divisions administratives destinées à faciliter la gestion coloniale. L'affaiblissement progressif de l'Empire ottoman, lentement érodé par les pressions militaires et politiques extérieures, a conduit à son démantèlement au début du XXe siècle. Le traité de Sèvres, en 1917, suivi du traité de Lausanne en 1923, a désassemblé les territoires ottomans, créant ainsi une vacance de pouvoir propice à l'intervention des puissances européennes. Ces accords ont instauré des mandats, sous tutelle de la Société des Nations, attribués aux Français et aux Britanniques, qui ont géré ces territoires selon leurs intérêts stratégiques plutôt que ceux des populations locales. La région de la Palestine en particulier illustre ce phénomène. Sous mandat britannique, la promesse contradictoire de la déclaration Balfour en 1916 a favorisé l'établissement d'un foyer national juif, tout en essayant de respecter les droits des populations arabes autochtones. Cette dualité a généré des tensions croissantes, exacerbées par l'immigration sioniste et la résistance des communautés arabes. Ces antagonismes sont à l'origine de conflits persistants qui traversent le siècle et s'enracinent plus profondément dans les enjeux territoriaux et identitaires. Les divisions administratives imposées par les accords Sykes-Picot en 1916, qui prévoyaient le partage du Proche-Orient entre Britanniques et Français, ont également fragmenté des espaces auparavant unifiés culturellement et politiquement. Cette délimitation artificielle ignore souvent les réalités ethniques et tribales, aggravant le sentiment d'injustice et de marginalisation. La Syrie, l'Irak et le Liban, façonnés par ces découpages, sont devenus le théâtre d'aspirations conflictuelles exacerbées par l'intervention étrangère. Il est important de noter que ces arrangements ont également influencé les structures étatiques naissantes. La création d'États modernes sur des bases souvent fragiles a conduit à des gouvernements faibles, incapables de fédérer l'ensemble des populations sous une identité commune. L'absence d'institutions robustes et de mécanismes de réconciliation a favorisé l'émergence de tensions internes et de mouvements contestataires, parfois violents. De plus,
Les puissances coloniales ont soutenu certains groupes au détriment d'autres, accentuant les divisions ethniques et sectaires. Les retombées économiques de la colonisation ne sont pas à négliger. L'exploitation des ressources naturelles, notamment du pétrole, a renforcé l'intérêt international pour la région. Toutefois, ces richesses ont souvent été siphonnées au profit des compagnies étrangères et des élites locales complices, créant de profondes inégalités sociales. La pauvreté généralisée et le chômage ont alimenté le mécontentement populaire, qui s'est traduit par des mouvements de protestation et d'opposition au régime en place, souvent perçus comme des instruments des puissances étrangères. Le nationalisme arabe, né en réponse à la domination étrangère, s'est cristallisé au cours de cette période. Il visait à unir les peuples arabes autour d'une identité commune, rejetant les influences coloniales et les divisions imposées. Pourtant, malgré cette aspiration, les rivalités historiques entre différentes factions et communautés ont limité l'efficacité de ce mouvement. La coexistence entre minorités religieuses, communautés tribales et populations urbaines complexes rendait la construction d'un État unifié particulièrement délicate. Les conflits territoriaux issus de cette période sont d'autant plus complexes qu'ils s'inscrivent dans une histoire longue. Les revendications sur Jérusalem, par exemple, portent à la fois sur un héritage religieux ancien et sur des réalités politiques contemporaines. La vieille ville, où cohabitent sites sacrés pour 3 grandes religions monothéistes, reste un nœud stratégique et symbolique, souvent au cœur des tensions. La gestion de cet espace reflète donc la difficulté d'harmoniser mémoire, croyances et intérêts politiques. L'intervention militaire et politique des pays occidentaux au XXe siècle a aussi façonné le paysage géopolitique. La guerre froide a amplifié ces enjeux par l'introduction de logiques bipolaires. Les États-Unis et l'Union soviétique ont soutenu, à divers moments, des régimes opposés, renforçant leur division régionale. Des guerres telles que celle de 6 jours en 1967 ont consolidé la présence israélienne en territoire disputé, entraînant de nouvelles dynamiques conflictuelles. Il convient de reconnaître qu'au-delà des influences extérieures, les sociétés locales ont également une responsabilité dans la complexité des conflits. Les rivalités internes, les querelles dynastiques et les divergences idéologiques ont joué un rôle non négligeable. La diversité culturelle, loin d'être uniquement une richesse, s'est parfois transformée en source de dissension. Ces tensions endogènes, combinées avec les pressions historiques externes, expliquent en partie la persistance des conflits. Le rôle des puissances européennes pendant la période coloniale révèle ainsi un schéma récurrent d'imposition de frontières, d'instrumentalisation des identités et de gestion autoritaire des populations. Cette approche a favorisé l'émergence de conflits fondés sur des ressentiments accumulés et des injustices perçues. Les conséquences directes et indirectes de ces politiques se manifestent dans les cycles de violence et les crises humanitaires que connaît la région. Il est cependant essentiel de replacer ces événements dans une perspective historique large, comprenant la longue durée des civilisations et des échanges. Le Proche-Orient a toujours été un carrefour de culture, de religion et de routes commerciales. La colonisation n'a fait que superposer des tensions nouvelles à des dynamiques anciennes. Comprendre cette complexité est indispensable pour analyser les causes des conflits actuels et envisager des solutions durables. Le processus de décolonisation après la Seconde Guerre mondiale n'a pas effacé d'un coup les héritages coloniaux. Au contraire, la transition vers l'indépendance s'est souvent accompagnée de luttes internes pour le pouvoir, exacerbées par des frontières contestées et des populations fragmentées. Ces défis ont compliqué la construction d'États souverains stables, capables d'assurer la paix et le développement pour tous leurs citoyens. La persistance des ingérences étrangères n'a rien facilité. Finalement, les frontières tracées il y a plus d'1 siècle continuent d'agir comme des lignes de faille dans la région. Elles cristallisent des identités souvent opposées et alimentent des revendications politiques et territoriales.
Le recours à la violence, que ce soit par des guerres conventionnelles, des conflits civils ou des actes terroristes, trouve ainsi ses racines dans cet héritage historique. La compréhension de ces mécanismes est une étape clé pour dépasser ce cycle. Le récit historique de la colonisation au Proche-Orient ne peut être dissocié des histoires humaines qui en découlent, des souffrances endurées et des aspirations de paix nourries par les peuples concernés. L'analyse des décisions prises lors des conférences internationales et de leurs impacts locaux éclaire les racines profondes des tensions. Paradoxalement, ces connaissances, associées à une volonté politique, peuvent ouvrir la voie à des processus de réconciliation et de coopération régionale. Ainsi, la période de domination européenne a laissé une empreinte durable sur la région, affectant non seulement les structures politiques, mais aussi les perceptions identitaires et les relations sociales. La complexité du Proche-Orient contemporain se comprend mieux quand on tient compte de ces éléments. C'est de cette manière que s'éclaire la permanence des conflits et les difficultés à construire une paix stable. Ce regard historique mesuré prépare l'analyse des enjeux plus récents, que la suite du récit abordera en détail. Conflits modernes et héritages historiques. Le Moyen-Orient est une région dont l'histoire s'étend sur plusieurs millénaires. Un véritable carrefour où se sont croisées des civilisations aux multiples facettes. Dès la civilisation sumérienne, située dans la Mésopotamie antique, l'organisation sociale et politique s'est construite autour de cités-États indépendantes, chacune avec ses propres ambitions territoriales. Ces premières strates historiques montrent une complexité sociétale et un désir instinctif de contrôle des terres fertiles, qui a été à l'origine de conflits intercommunautaires et de rivalités. Ce fond historique ancien est fondamental pour comprendre la permanence des tensions dans la région. L'héritage sumérien fut suivi par la montée de différents empires, parmi lesquels les Babyloniens, les Assyriens et plus tard les Perses. Ces grands empires ont souvent eu pour but d'unifier une pluralité d'ethnies et de cultures sous une autorité politique commune, sans pour autant effacer les différences profondes entre groupes. La coexistence parfois pacifique, parfois conflictuelle, de ces peuples a tracé une dynamique d'inclusion et d'exclusion qui continue de se percevoir aujourd'hui. Les récits historiques démontrent que l'instabilité ne vient pas simplement d'une confrontation extérieure, mais aussi de tensions internes entre groupes ethniques, religieux et culturels différents. L'émergence des grandes religions monothéistes, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam, a ajouté une nouvelle couche à cette complexité. Ces croyances ont structuré les sociétés tout en introduisant des systèmes de valeurs, de lois et de pratiques qui sont devenus des éléments identitaires majeurs. Cependant, leurs évolutions ont aussi engendré des conflits liés à la reconnaissance mutuelle et à la coexistence de communautés différentes. Les fractures religieuses, ainsi que les luttes pour le contrôle des lieux saints, ont contribué à la formation de réseaux d'alliances et d'hostilités durables entre groupes et États. À travers les siècles, l'intersection de ces facteurs historiques, religieux et ethniques s'est traduite par une mosaïque délicate où chaque changement territorial, politique ou démographique a pu entraîner de nouvelles tensions. Par exemple, l'invasion arabe du 7e siècle a profondément modifié la configuration démographique et culturelle du Moyen-Orient, tout en diffusant l'islam comme force unificatrice. Toutefois, la diversité des langues, des rites et des traditions a maintenu une fragmentation non résolue qui a réapparu sous diverses formes à chaque époque. L'ère ottomane a apporté une certaine stabilité grâce à un système administratif centralisé qui respectait néanmoins la pluralité ethnique et religieuse par le biais du millet, un dispositif communautaire reconnu. Ce cadre a permis une coexistence relative durant plusieurs siècles, mais il subsistait des revendications territoriales et identitaires latentes. Avec le déclin et la disparition de l'Empire ottoman au début du XXe siècle, ces tensions ont retrouvé une vigueur nouvelle
exacerbée par les interventions des puissances coloniales. La rivalité entre la France et la Grande-Bretagne pour le contrôle des territoires a redessiné les frontières, souvent sans tenir compte des réalités locales. La création d'États modernes au Moyen-Orient, surtout après la Première Guerre mondiale, s'est ainsi effectuée dans un contexte où les divisions historiques, ethniques et religieuses n'avaient pas disparu, mais étaient souvent ignorées. Cette imposition de frontières arbitraires, ainsi que la montée du nationalisme dans ses différentes formes, ont intensifié les antagonismes. Les populations se sont trouvées à devoir négocier une identité nationale qui confrontait souvent les héritages anciens. La fragmentation politique actuelle trouve donc ses racines dans ces recompositions territoriales issues d'intérêts extérieurs et de revendications intérieures complexes. Dans cette région, le facteur économique a également joué un rôle crucial, notamment avec la découverte et l'exploitation des ressources pétrolières. Les richesses naturelles ont attiré les convoitises extérieures, tout en alimentant les rivalités internes autour du contrôle de ces ressources. Ces intérêts économiques ont souvent envenimé les conflits, transformant des différends locaux en enjeux géopolitiques majeurs aux échelles régionales et mondiales. La course aux ressources s'est toujours imbriquée avec les autres facteurs historiques, compliquant encore davantage la recherche d'une paix durable. Au fil des décennies, les interventions étrangères se sont multipliées, depuis la guerre froide jusqu'aux récentes guerres civiles et régionales. Ces ingérences, motivées par la volonté de contrôle stratégique et énergétique, ont fréquemment ravivé ou exacerbé les conflits locaux. L'histoire prouve que les puissances extérieures ont souvent dans leur politique ignoré les dynamiques internes, ce qui a contribué à perpétuer un cycle de violence. Cette méconnaissance des réalités complexifie les solutions possibles aux différends et retarde l'instauration d'une stabilité profonde. Par ailleurs, la diversité ethnique avec notamment les Arabes, les Kurdes, les Perses, les Turcs et bien d'autres peuples, combinée à une palette de confessions religieuses diverses, rend la région particulièrement fragile. Chaque entité revendique souvent un espace politique ou une reconnaissance qui entre parfois en conflit avec celle des autres communautés. Ce jeu d'équilibre entre différentes identités nécessite une gestion très subtile des pouvoirs, qui fut rarement adoptée avec succès sur le long terme. Les mouvements nationalistes et religieux, qu'ils s'appuient sur un héritage millénaire ou sur des revendications contemporaines, s'inscrivent dans ce contexte où le passé et le présent se mêlent étroitement. L'idée même d'un Moyen-Orient uni rencontre ainsi de nombreux obstacles tant les aspirations locales, parfois antagonistes, ont été nourries par des histoires distinctes et des mémoires collectives souvent contradictoires. Les frontières actuelles reflètent ainsi moins une continuité harmonieuse qu'une superposition d'expériences diverses et de luttes identitaires. Le poids du passé se manifeste aussi dans les mémoires collectives. Les récits historiques transmis de génération en génération, qu'ils soient sous forme de traditions orales, d'écrits ou de pratiques culturelles, forgent une identité souvent marquée par le souvenir de conflits, d'exil ou d'oppression. Ces mémoires nourrissent parfois une posture défensive ou revendicative qui complique les processus de réconciliation. Comprendre cette dimension est essentiel pour saisir pourquoi certaines tensions persistent difficilement atténuées et peuvent se réactiver à la moindre étincelle. Le rôle des relations internationales dans ces conflits ne peut être négligé. Les alliances fluctuantes, les intérêts géopolitiques et économiques et les enjeux liés aux puissances mondiales ont un impact direct sur la dynamique des affrontements. Le Moyen-Orient est souvent considéré comme un théâtre où s'affrontent les stratégies globales, ce qui augmente la complexité des opérations de paix ou des interventions humanitaires. Les institutions internationales les plus compétentes peinent à stabiliser durablement la région, en raison de ces facteurs externes imbriqués aux réalités internes. Finalement, cette région montre la difficulté à dissocier le passé du présent. L'accumulation d'expériences historiques, de mémoire collective, de frictions ethniques et religieuses
ainsi que d'intérêts économiques et stratégiques créent une situation où les conflits sont souvent multidimensionnels. L'analyse objective des faits démontre que la stabilité durable nécessite une prise en compte globale et approfondie de ces différents éléments, plutôt qu'une vision simpliste issue d'intérêts à court terme. Une telle approche suppose une volonté politique conjuguée aux efforts diplomatiques constants. Ainsi, la persistance des conflits au Moyen-Orient apparaît comme le fruit d'une histoire complexe, de processus multiformes et de réalités sociales et politiques très ancrées. Ces tensions ne sont pas le simple résultat d'oppositions contemporaines, mais plutôt l'aboutissement de facteurs cumulés durant plusieurs millénaires. L'équilibre fragile entre diversité culturelle, économique et politique exige une analyse rigoureuse et libre de jugements simplistes. C'est en intégrant ces dimensions que les perspectives d'un apaisement durable pourront être abordées. À mesure que l'on explore ces strates d'histoire et d'influences croisées, on comprend que la question du Moyen-Orient dépasse parfois les notions classiques du conflit, pour toucher à des enjeux d'identité, de mémoire et de coexistence. Cette réflexion conduit à envisager l'avenir sous un angle plus nuancé, où les solutions ne peuvent être imposées sans une compréhension approfondie des données historiques et sociales. Le chemin vers la paix reste ainsi jalonné par les enseignements du passé, nécessitant patience et sagesse. En envisageant ces réalités, il est possible de poursuivre l'analyse avec une nouvelle perspective.